Donc mon doctorat était vraiment fixé sur ces enjeux économiques. Et c'était très drôle parce que j'avais une position bizarre dans le village par rapport au métier que je faisais. Ce qu'ils ne comprenaient pas, je me promenais avec un petit cahier et je prenais des notes et vous n'avez pas l'impression que je travaillais. Donc il y avait deux bruits qui couraient dans le village. Certains disaient que j'étais un chasseur de trésors. Je cherchais des trésors qui étaient enfouis dans les régions des plantations parce que j'allais me promener vraiment, l'entourage. Et la deuxième, c'est que j'étais un représentant des impôts et que mes questions visaient à voir jusqu'à quel point les gens payent leurs impôts. Ce qui était intéressant, qui révélait en fait aussi le positionnement particulier par rapport à l'anthropologie économique et la résistance à révéler les enjeux réels des revenus qui restaient approximatifs comme tels. Et ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est que j'avais accès aux archives du village et à des recensements locaux qui avaient été faits pendant différentes périodes. Un premier recensement, je crois qu'il datait des années 1880 ou 1900. J'avais les procès-verbaux de la mairie, donc je pouvais suivre les événements qu'il y avait dans l'île. Et ça m'a permis de montrer l'évolution des structures familiales entre cette période-là, les périodes des recensements français et le recensement que j'avais fait, pour montrer comment la base pyramide, la base de la population, la structure de la population, reflétait cette espèce de coupure que l'immigration amenait, puisque on avait beaucoup de jeunes jusqu'à 15 ans qui restaient avec leurs grands-parents, avec la famille, beaucoup de personnes âgées, et au milieu, un rétrécissement très notable de la population. Donc ça donnait une pyramide tout à fait bancale où les forces vives n'étaient plus présentes dans le village. Elles se retrouvaient en métropole, dans l'armée, dans les postes et dans d'autres métiers. Et donc montrer comment est-ce que cette articulation entre la métropole et le village entraînait une perte au niveau local, à la fois de la production et de la population, et comment la pêche avait été modifiée par l'arrivée du hors-bord, l'arrivée des yoles, qui coûtait beaucoup plus cher que le petit gommier et autres, et donc où il y avait aussi une planification à faire dans l'achat des agrès, l'achat des hors-bord, de la redivision des gains entre les membres de l'équipage avait été modifié par l'introduction des nouvelles technologies. On voyait bien aussi comment ces nouvelles technologies jouaient et comment il y avait une transformation aussi au niveau alimentaire avec l'introduction des produits français, le pain et les produits alimentaires qui venaient de l'étranger et l'effondrement de la production locale et de l'alimentation locale qui, circulait de la nourriture créole à la nourriture internationale en fait. Et donc ce village, je l'ai étudié, j'y suis resté presque une année, en faisant des allers-retours vers le centre de recherche Caraïbes qui était situé à Font-Saint-Jacques, qui est un petit coin du pays qui est proche d'une région touristique, une sous-préfecture de la Trinité, qui avait été développée par Jean Benoît. Jean Benoît m'avait amené visiter Font-Saint-Jacques, qui était une ancienne rhumerie, donc une ancienne
petite plantation qui avait été créée par le père Labatte, qui était à moitié détruite. À l'époque, on l'avait visitée. Et il avait décidé de créer un fonds, de rénover le fonds Saint-Jacques et de créer le Centre de recherche Caraïbes, dans lequel des générations de chercheurs vont aller. Victor Pichet en démographie était là, Raymond Baril, Monique Desroches, Serge Larose ont travaillé dans ce fonds qui était à la fois une bibliothèque, un lieu de rencontre et un lieu de séjour pour les chercheurs qui venaient, qui passaient dans la région. Donc c'était vraiment un très beau fonds retravaillé et arrangé, dans lequel j'ai rencontré du monde qui venait du Québec, des États-Unis et qui s'intéressait à la région Caraïbe. Donc quand je suis revenu de mon terrain, j'ai rédigé ma thèse de doctorat que j'ai soutenue sous la direction de Liliane Sankoff, qui était linguiste, et Pierre Bocage était spécialisé en anthropologie économique, qui m'avait beaucoup influencé, et Jean Benoît, qui avait développé le terrain. Et donc j'avais, à partir de cette thèse, écrit un petit livre qui s'appelle « Un village du bout du monde », qui a été publié aux presses de l'Université de Montréal et qui se trouve, qui est en ligne maintenant dans le site des classiques en sciences sociales. Donc mon terrain était terminé et en rédaction, c'est là où ma vie va prendre une autre direction. D'une part, j'avais un bébé, une petite fille, donc disons la période de liberté était finie, il fallait maintenant songer à s'installer un peu plus. Donc j'avais eu une bourse du CRSH à l'époque. J'avais donné un cours au Cégep Lionel Groulx sur race et racisme et anthropologie physique. J'avais beaucoup aimé cette expérience-là. J'avais enseigné une partie d'un cours sur l'ère Caraïbes à l'Université de Montréal dans le cadre d'un cours. Et je cherchais du travail, mais pas plus que ça. Et voilà qu'un de mes collègues, étudiant de doctorat, qui s'appelait André Laplante, qui travaillait sur la planification des naissances, m'a dit « Écoute, je vais sur le terrain, mais on m'a proposé de donner un cours sur l'anthropologie de la sexualité à l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Pourquoi pas ? Je ne connais pas le domaine, mais je vais c'est une charge de cours, c'est quand même intéressant. » Donc j'ai donné, comme ça, je suis rentré au département de sexologie, qui était en pleine formation comme chargé de cours, et j'ai donné un premier cours sur l'anthropologie de la sexualité. Mais sur l'anthropologie de la sexualité, je ne connaissais pas grand-chose. Je ne dirais pas que je ne connaissais rien. Il y avait des domaines qu'on avait couverts dans l'anthropologie classique. Il y avait des systèmes de parenté, la question des prohibitions de l'inceste. Il y avait toutes les stratégies matrimoniales. Il y avait toute la division du travail sexuel. Et il y avait les travaux de Malinowski et de Margaret Mead, qui avaient déjà problématisé ces questions-là. Et il y avait de relire les classiques avec l'angle sexologique et de voir qu'il y avait beaucoup de matériel sur les tabous postpartum, les tabous sur les menstruations. Il y avait beaucoup d'études qui existaient déjà, transculturelles ou les monographies. Il y avait les travaux de Outline of Cultural Material de Murdoch et autres, où il y avait beaucoup de matériel qui était là en friche qu'on pouvait utiliser pour aller chercher des éléments de réflexion. Donc j'ai donné mon premier cours. Il y avait Naven, qui est sur le transgenre, les carnavals,
J'avais assisté au carnaval en Martinique où les gens s'habillaient en homme ou en femme. Donc il y avait tout un matériel, mais qui n'était pas problématisé, mais qui rejoignait toute la question de l'anthropologie de la sexualité. Et donc j'avais donné ce cours, ce cours en même temps que les étudiants, puisque je me cherchais le matériel et j'organisais mon matériel en fonction de la progression du cours qui se faisait en même temps que son exécution. Il y avait des films que j'utilisais dans les bases, dans les films des Esquimaux Netsilik. Il y avait plein de choses intéressantes sur les différenciations de genre, l'apprentissage, les modes de socialisation, la vie dans l'igloo. Donc il y avait tous des éléments qui pouvaient illustrer des dimensions de la vie sexuelle. Donc j'étais chargé de cours et il y a un poste qui s'est ouvert comme prof au département de sexo, qui n'était pas en anthropologie comme tel, mais qui touchait les stages. Mais j'ai supervisé les stages que faisaient les étudiants de sexologie et je leur donnais ce que je connaissais de l'apprentissage des techniques de terrain et puis de comment comprendre un milieu de stage comme une sous-culture avec ses institutions, son organisation, ses représentations et comment pour pouvoir intervenir, il fallait d'abord bien comprendre le milieu et les outils anthropologiques dans ce sens-là étaient intéressants. Alors, ce département de sexologie est aussi intéressant puisqu'il se situait dans une très jeune université qui venait d'ouvrir en 60, dans la fin des années 60. Donc, c'est la nouvelle université où il y avait à développer à la fois la structure universitaire et de développer des nouvelles perspectives. Et parmi ces nouvelles perspectives, il y avait le développement de la sexologie. C'est mon collègue André Duprat qui en a fait l'analyse, qui a montré qu'il y avait déjà sous-jacent à ce développement une préoccupation par rapport aux questions touchant la planification des naissances. N'oublions pas qu'on est au moment où l'Église perd son contrôle, on est dans la Révolution tranquille, au moment où la pilule commence à émerger comme moyen contraceptif, où les enjeux de la sexualité commencent à se modifier avec une problématisation de la question sexuelle au Québec liée aux transformations, à la modernisation de la société, l'urbanisation, les mouvements de contre-culture avaient modifié le rapport à la sexualité, le rapport au couple, la prémaritalité. Il y avait des transformations majeures qui s'annonçaient. Et le début de la sexologie avait débuté avec un groupe d'étudiants de Denis Szabo, du département de criminologie de l'Université de Montréal, qui avaient formé donc Claude Crépeau, Robert Gemme, Jean-Yves Desjardins et autres, à la recherche dans le domaine de la criminologie, mais portant sur les questions de la sexualité des jeunes, la question des déviances et autres. Donc c'est à partir de l'Université de Montréal que le noyau de la sexologie québécoise s'est mis en place, avec des premières thèses de doctorat que je ne connaissais pas sur les questions de sexualité, de prémaritalité, d'attitude, de comportement, à l'image de ce qui existait dans la sociologie américaine, avec Kinsey, avec Rice, et les premiers chercheurs qui avaient travaillé ces questions. Et d'ailleurs, ces questions se retrouvaient, j'ai oublié de le mentionner, aussi dans les Antilles. Toute la question de la matrifocalité, toutes les questions des stratégies reproductives, toute la question entre guillemets, des enjeux, des modèles sexuels existants dans les Antilles liés à l'esclavage, etc., était aussi une dimension intéressante qui m'a fait influencer dans le cours. Et donc, cette petite équipe
s'était adjointe à d'autres qui venaient du domaine de l'éducation pour poser la question de l'éducation sexuelle au Québec dans la fin des années 60. Donc il y a eu un triple mouvement qui s'est fait. Une problématisation des enjeux de la sexualité, c'est la thèse de André Duprat. Une problématisation des enjeux de la sexualité. Les enjeux de la sexualité deviennent clairement mis sur la place publique, en rupture avec les modèles religieux, donc les questions de permissivité, de liberté, de planning des naissances, de contraception, rattachées aussi aux enjeux des ITSS, des infections transmises sexuellement, qu'on appelait à l'époque les MTS, de la disciplinarisation, c'est-à-dire le fait que la sexologie voulait se constituer en discipline interdisciplinaire, puisqu'il y avait à la fois des éléments d'ordre biologique, d'ordre social, d'ordre culturel, et l'universitarisation, c'est à l'image d'autres universités, en particulier à Louvain, où il existait un programme d'études familiales, de faire en sorte que la sexologie soit reconnue comme un champ universitaire à part entière, ce qui posait problème, parce que cette départementalisation s'est faite difficilement, des instances universitaires et autres, refusant de voir l'université accolée à la notion de sexologie. Et d'ailleurs, on retrouvait dans le positionnement du département de sexologie les deux stratégies que les anthropologues avaient mises en relief de façon très claire, l'évitement d'un côté et la plaisanterie de l'autre. Alors, on pourrait faire une analyse anthropologique en montrant, je me rappelle, j'avais rencontré un sociologue, il m'avait demandé mon adresse et il avait écrit « département de sociologie ». Il n'avait pas entendu sexologie. Et les autres disaient « Ah ouais, département de sexologie, avez-vous des exercices pratiques ?» Donc, il y avait vraiment, c'était intéressant anthropologiquement de retrouver ces deux éléments, mais aussi le fait, comme l'ont montré des travaux, que l'anthropologie se targuait d'être, de tout étudier de l'humain, mais il y avait ça s'arrêtait à la ceinture. Tout ce qui était au-dessus de la ceinture passait, mais ce qui était en dessous. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère quasiment? Pourquoi la sexologie? Je disais, écoutez, je suis anthropologue. Rien, entre guillemets, je ne sais plus qui disait ça, rien ne m'est étranger. Je dis, il faut quand même considérer des champs d'études que les premiers grands anthropologues avaient pris à bras-le-corps, pour ainsi dire, avec tous les enjeux que ça pouvait comporter, et avec toute cette problématisation sociale dans la société dans laquelle on est, où c'est devenu une dimension incontournable des relations, des productions littéraires, artistiques et autres. Et l'anthropologie et l'université ne pouvaient pas se fermer à ce champ-là. Mais ça a été vraiment une lutte. On a manifesté pour faire reconnaître la validité de la sexologie comme champ d'études, mais à un moment où il y avait encore des blocages qui se faisaient, et des blocages qui vont se retrouver lorsque on a décidé avec un groupe de collègues d'autres départements de pousser à la thanatologie, donc à l'étude de la mort. Donc, moi, je me suis retrouvé à travailler sur deux grands tabous, en fait, de l'Occident, qui est le rapport au sexe et au rapport à la mort, et d'essayer de développer un intérêt pour ces deux domaines. Donc, au début, la sexologie s'est faite en se détachant de la psychologie et de l'éducation et en ayant une portée professionnelle. Il faut comprendre que la sexologie s'est développée aussi en ayant un objectif d'intervention par l'éducation sexuelle dans les écoles, ce qui a créé aussi de nombreuses résistances. Les gens ne voulaient pas avoir d'éducateurs sexologues, en fait. Et donc d'opposer, vraiment de
de travailler à dire c'est un champ qui doit être reconnu pour sa pleine valeur, à la fois en tant que champ d'études et en tant que champ d'intervention. Donc le département s'est orienté vers une professionnalisation de la sexologie et n'avait pas qu'une fonction simplement de formation universitaire, disons, dégagée d'un référent local. Ce qui a donné aussi lieu au fait que, et on reviendra là-dessus sans doute, que la sexologie s'est développée en lien avec le champ communautaire. Et donc là aussi, c'est une dimension intéressante de la recherche sexologique qui va prendre sa pleine ampleur avec la question du VIH-Sida sur laquelle on reviendra. Mais je vais insister sur le fait que c'est un département d'une certaine façon pionnier. Il développait des réflexions interdisciplinaires en tenant compte, si vous voulez, de la tripartie du biologique, du psychosocial et du culturel, en essayant de montrer l'intégration entre ces domaines. Donc il y avait des biologistes, il y avait des éducateurs, il y avait des criminologues, des sociologues, des politologues, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pratiquement un département masculin. Des psychologues aussi, c'était un département masculin. Il y avait une femme, je crois. Alors qu'aujourd'hui, c'est un département majoritairement féminin. Et c'est intéressant de voir la progression qui s'est faite à partir des années 80, où la sexologie a commencé à se développer de façon majeure en diversifiant ses pôles d'intérêt. Mais au départ, il y avait vraiment une formation axée sur l'intervention, l'éducation, l'indication sexuelle. Donc il y a eu un bac qui s'est ouvert, sexologisé de plus en plus. Puis on a ouvert une maîtrise qui comprenait deux grands domaines, le domaine de la recherche-intervention et le domaine de la thérapie. Puis un doctorat il y a depuis 2 ans. Donc on a le plein registre de la formation interdisciplinaire sur le continent américain et sur presque mondial. Il y a très peu de départements de sexologie comme tel, mais je crois que c'est intéressant de voir comment se forme une nouvelle discipline et comment ces enjeux épistémologiques, méthodologiques sont là, parce qu'il y a des enjeux éthiques, méthodologiques et épistémologiques très importants à considérer, qui ont été mis en relief à la fois chez nous, mais par les anthropologues. Épistémologie, c'est-à-dire comment arriver à intégrer le biologique et le social, la question de la construction du genre, des méthodologies, parce que l'observation comme telle des conduites sexuelles est très limitée, et on les a que par ouï-dire et que par représentation. Donc ça pose des enjeux considérables de mesure, entre guillemets, et de précision de l'information qu'on peut avoir, avec les distorsions que ça amène anthropologiquement. Alors là-dessus, les travaux de Vance, par exemple, et Touzin, au début des années 90, qui portaient sur la redécouverte de la sexualité par les anthropologues, en montrant comment elle s'articulait d'une part aux études des historiens, d'autre part aux premières études des anthropologues, mais surtout au champ biomédical, qui est le champ du VIH-Sida. Et le VIH-Sida a été vraiment le grand révélateur épistémologique de l'absence de compréhension des phénomènes de la sexualité. Alors tout ce champ lié au tabou et au point aveugle de l'anthropologie s'est manifesté de façon très claire quand le VIH-Sida est arrivé, parce qu'il révélait qu'on connaissait très peu de choses. Et même s'il y avait eu des travaux
antérieure, mais qui avait tout dépend de la vie sexuelle, des risques et autres qui étaient très peu connus. Et pour moi, disons que la sexologie a gagné ses titres de noblesse en disant, vous voyez, on vous l'avait dit que l'étude de la sexualité est importante et regardez comment le VIH met en relief ce manque de connaissances. Et là, le statut de l'étude de la sexualité s'est imposé en disant, on ne peut pas comprendre seulement ça du plan biomédical, on doit comprendre ce phénomène dans toute son extension, dans sa dimension culturelle, relationnelle et dans tous ces enjeux événementiels sur lesquels peut-être je reviendrai.